À tous, bienvenue sur Bonjour. ce nouveau webinaire SimpliCure. Bonjour Pauline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ce webinaire est proposé par SimpliCure en collaboration aujourd'hui avec Dinveo pour parler de ce très chouette sujet qu'est le MACtéine. Bon, tu nous en diras plus tout à l'heure, mais c'est une forme de magnésium qui va être, je pense, très intéressante pour la santé cognitive. Donc, Pauline est avec nous aujourd'hui. Elle est pharmacienne spécialisée en micronutrition, responsable aujourd'hui chez le laboratoire d'Inveo. Tu te présenteras certainement mieux que ce que je fais. On va y revenir ensuite. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci, je suis Coralie du laboratoire d'Inveo également. Merci, bienvenue. Alors, pour que tout soit clair au niveau pratico-pratique, bon, vous l'avez déjà remarqué, mais vous pouvez évidemment discuter dans l'onglet discussion, nous partager vos réflexions. Si vous avez des questions, merci de les poser dans l'onglet Q&A. Comme ça, ce sera plus facile à la fin pour les partager à Pauline, qui y répondra avec grand plaisir. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Flavie. Allez, donc c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être connectés ce midi pour ce nouveau webinaire SimpliCure et merci à SimpliCure du coup de nous accueillir une nouvelle fois. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être consacré au magnésium L-thréonate MACtéine, qui est une forme de magnésium tout à fait innovante et qui, on va le voir, change la donne en matière de santé cognitive. Donc, avant de vous présenter MACtéine, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Pauline Chambon. Je suis pharmacien spécialisé en micronutrition et en phytothérapie. Je suis titulaire d'un DU de micronutrition, le MAPS, pour ceux qui connaissent. Je me suis formée également pas mal par le biais de l'IEDM, de l'IESV pour la partie phyto. Et je suis responsable formation et support scientifique chez Dinveo. Alors, voici le programme que nous allons suivre dans la prochaine heure. Donc, nous commencerons par faire un rappel sur l'importance du magnésium dans le cerveau et sur les différents rôles qu'il y joue. Ensuite, nous aborderons les différentes causes de déficit en magnésium et on verra comment choisir le complément alimentaire à base de magnésium le plus adapté, notamment lorsque l'on souhaite cibler les fonctions cognitives. On verra qu'il faudra prendre certains éléments en compte. Ensuite, eh bien, je vous présenterai le magnésium L-thréonate MACtéine. Donc, on verra en quoi il se distingue des autres formes de magnésium. Donc, on verra son mode d'action. Je vous présenterai quelques études cliniques. Et puis, on verra à travers des cas pratiques dans quelle situation l'utiliser et comment l'utiliser. Et puis, donc, nous terminerons par une session de questions-réponses, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec donc notre première partie consacrée au rôle du magnésium au niveau cérébral. Alors, je vous épargne du coup les généralités sur le magnésium. Néanmoins, je voulais quand même vous rappeler que le magnésium intervenait dans de très nombreuses voies métaboliques, dans de nombreuses fonctions physiologiques, comme par exemple la fonction cardiaque, la fonction musculaire, la structure osseuse, le système nerveux périphérique, et bien évidemment donc la fonction cérébrale qui nous intéresse aujourd'hui. Et au sein de la fonction cérébrale, le magnésium va remplir plusieurs fonctions. Il va intervenir dans le métabolisme énergétique du cerveau. Il va intervenir dans la neuroexcitabilité, dans la plasticité neuronale et peut-être son rôle le plus connu dans la synthèse et le stockage des principaux neurotransmetteurs. Et donc, je vous propose maintenant de rentrer en détail dans chacune de ces 4 fonctions, en commençant par le rôle du magnésium dans le métabolisme énergétique. Alors, je pense que vous le savez, le magnésium, c'est un cofacteur essentiel à la synthèse d'ATP. Donc, il va être très important parce qu'on synthétise environ 50 kg d'ATP par jour. Donc, c'est beaucoup. Et en plus de ça, le cerveau, c'est un énorme consommateur d'énergie. Le cerveau, à lui tout seul, consomme 20% de l'ATP de l'organisme.
alors qu'il ne représente que 2 à 3% du poids total du corps. Donc, c'est un gros consommateur d'ATP. Et alors, que vient faire le magnésium dans cette histoire? Eh bien, le magnésium, il va intervenir dans la production d'énergie à partir des glucides et à partir des lipides. Donc, la production d'ATP à partir des glucides, ça passe par la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Et la production d'ATP à partir des acides gras passe par la bêta-oxydation. Et le magnésium, on va le voir, il intervient dans tous ces mécanismes en étant la majorité du temps un cofacteur d'enzymes clés de ces mécanismes. Alors tout d'abord dans la glycolyse, donc la glycolyse c'est la dégradation du glucose en pyruvate, le magnésium va intervenir en tant que cofacteur de plusieurs enzymes, comme par exemple l'exokinase, la glucokinase, la phosphofructokinase 1. Et la glycolyse va aboutir à la production de 2 ATP et de pyruvate. Et le pyruvate, il va rentrer ensuite dans la mitochondrie, où il va être transformé en acétyl-CoA, et l'acétyl-CoA va ensuite servir de substrat au cycle de Krebs. Et là, une fois de plus, le magnésium va intervenir comme cofacteur d'enzymes, comme par exemple l'isocitrate déshydrogénase ou encore la succinyl-CoA synthétase. Je vous cite pas toutes les enzymes parce que sinon ça va, voilà, c'est pas le plus important, mais il faut que vous compreniez qu'il intervient vraiment à de très nombreux niveaux. Et puis, donc, le cycle de Krebs va produire à nouveau 2 ATP, il va produire des coenzymes chargés en électrons, très riches en énergie. Et ces électrons riches en énergie vont entrer dans la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire qu'ils vont passer dans des gros complexes enzymatiques qui vont transformer donc l'énergie de ces électrons en gradient de protons, et ce gradient de protons va ensuite servir à l'ATP synthèse pour fabriquer de l'ATP. Et ces complexes enzymatiques, donc ces moulins à protons, ont besoin de magnésium pour fonctionner. Le magnésium va en fait renforcer la liaison entre ces complexes enzymatiques et leurs cofacteurs respectifs, donc le NADH, FADH2, etc. Donc ça, c'est pour la partie production d'ATP à partir des glucides, et le magnésium va intervenir aussi au niveau des acides gras. Alors les acides gras, vous savez, ne peuvent pas rentrer tels quels dans la mitochondrie, ils doivent être transformés en acyl-CoA. Donc ça va être fait par l'acyl-CoA synthétase, et cette enzyme a besoin de magnésium pour fonctionner. Et ensuite, donc, ces acyl-CoA vont traverser la membrane de la mitochondrie pour ensuite subir la bêta-oxydation. Et pour ça, donc, ils vont utiliser des translocases mitochondriales, et puis il faut également de la carnitine, un acide aminé qui est extrêmement important donc, dans cette étape-là. Et le magnésium va renforcer justement l'interaction avec la carnitine et va stabiliser également des translocases mitochondriales. Voilà. Donc, voilà comment le magnésium intervient dans le métabolisme énergétique. Donc on comprend, voilà, dès qu'on parle d'ATP, il faudra penser au magnésium. Alors non seulement il intervient dans la synthèse de l'ATP, mais il intervient également dans la stabilisation de la molécule d'ATP. Donc vous avez ici cette molécule, donc l'adénosine triphosphate, les 3 groupements phosphates, et le magnésium va stabiliser cette molécule en s'intercalant par liaison électrostatique entre les oxygènes. Il va neutraliser les charges négatives avec ces charges positives. Alors pourquoi c'est important de stabiliser la molécule d'ATP? Ça va éviter déjà les répulsions électrostatiques entre les groupements phosphates, et ça va faciliter son utilisation par des enzymes donc, qui vont utiliser l'ATP, comme par exemple les ATPases. Ça va faciliter en fait l'hydrolyse de l'ATP par les ATPases. Et on va voir justement un exemple d'ATPase sur la slide suivante. Voilà pour le rôle du magnésium dans le métabolisme énergétique. On va maintenant aborder le rôle du magnésium dans l'excitabilité neuronale. Alors vous savez que les neurones, une fois qu'ils ont été traversés par un potentiel d'action, ont besoin de revenir à leur potentiel de repos. Et ce retour au potentiel de repos, donc d'environ moins 70 millivolts, il est possible grâce à des canaux ioniques et à des pompes ioniques.
Et parmi les pompes ioniques, il y en a une qui est très importante, dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est la pompe NAK-ATPase, la pompe sodium-potassium. Alors, c'est une pompe qu'on retrouve vraiment partout dans l'organisme, grosse consommatrice d'ATP. 70% de l'ATP est consommé par les pompes NAK-ATPase dans l'organisme. Alors, comment elle fonctionne? Donc, j'essaie de vous le schématiser. Donc, cette pompe, elle possède donc plusieurs sous-unités. Et en fait, donc, elle existe sous deux configurations. Donc, dans une première configuration, elle va présenter 3 sites de fixation donc, pour accueillir 3 ions sodium. Elle fait sortir ces 3 ions sodium. Et puis, dans sa deuxième configuration, donc, elle va avoir 2 sites de fixation pour des ions potassium. Donc, elle fait rentrer des ions de sodium, 3 ions sodium, elle fait rentrer 2 ions potassium et sortir 3 ions sodium, ce qui permet de maintenir ce potentiel de membrane négatif. Mais pour passer d'une configuration à l'autre, elle a besoin d'énergie. C'est une ATPase, hein. Donc, comme son nom l'indique, elle va utiliser l'énergie de l'ATP pour fonctionner. Voilà, donc on a ici notre molécule d'ATP avec ces 3 phosphates. Hop, on va avoir hydrolyse de l'ATP qui va donner de l'ADP plus un phosphate inorganique. Et donc l'énergie libérée par cette hydrolyse va permettre à la pompe donc, de fonctionner. Donc tout ça pour dire que le magnésium, en conclusion de cette slide, que le magnésium donc, est essentiel au fonctionnement des pompes NAK-ATPase. Au niveau cérébral, ça va permettre du coup le retour de nos neurones au potentiel de repos. Et donc le magnésium va permettre de limiter l'excitabilité neuronale, en tout cas va éviter l'hyperexcitabilité neuronale et va permettre de réguler l'activité nerveuse. Troisième rôle extrêmement important, c'est le rôle du magnésium dans la plasticité synaptique. Et ça va passer par les récepteurs NMDA, dont vous avez très probablement entendu parler. Donc les récepteurs NMDA, ce sont des récepteurs du glutamate, donc des récepteurs post-synaptiques du glutamate. Le glutamate étant le neurotransmetteur le plus excitateur du système nerveux central. Alors le glutamate, il possède 2 types de récepteurs, donc il y a les métabotropiques, couplés à la protéine G qu'on voit ici, et puis il y a les ionotropiques, donc qui sont des canaux qui font passer des cations. Donc il y a 3 types de canaux ionotropiques, donc les kainates, AMPA et NMDA. Et les NMDA sont très importants parce qu'ils jouent un rôle dans la plasticité synaptique. Ils jouent un rôle dans l'apprentissage, dans la mémorisation et aussi dans la transmission des messages douloureux. Donc, il est important de stimuler ces récepteurs NMDA, mais il ne faut pas non plus trop les stimuler. Quand ils sont stimulés de manière trop intense ou trop prolongée, eh bien, ça va provoquer ce qu'on appelle un phénomène d'excitotoxicité, une apoptose des neurones. Et cette excitotoxicité serait impliquée dans l'apparition de maladies neurodégénératives. Donc, ces récepteurs NMDA, voilà, ne pas les stimuler assez, c'est mauvais, mais trop les stimuler, c'est encore pire. Donc là aussi, encore un schéma de ces récepteurs NMDA. Donc, ils sont constitués de plusieurs sous-unités. Et on voit que, donc, sur la gauche, vous avez un récepteur NMDA au repos. Et ce récepteur, quand il est au repos, eh bien, vous voyez que son canal, et quand on a un bon statut en magnésium, du coup, son canal va être bloqué par un bouchon de magnésium. Donc, même s'il y a du glutamate qui vient se fixer sur ce récepteur, tant qu'il y a ce bouchon, le calcium ne pourra pas rentrer à l'intérieur du neurone. Alors, à côté, je vous ai dessiné un récepteur AMPA, parce qu'en fait, pour qu'un récepteur NMDA soit activé et pour qu'il s'ouvre, pour qu'il laisse passer le calcium, il y a plusieurs conditions à remplir. Et la première, c'est justement, il faut qu'en parallèle, il y ait une stimulation des récepteurs AMPA, donc par le glutamate. Et de cette manière, ce récepteur va laisser rentrer du sodium dans la cellule. Et en fait, ce sodium, à un certain niveau, il va pousser, il va faire sortir le magnésium en dehors du neurone, en dehors du canal. Vous voyez, j'ai schématisé ici, sur le schéma du milieu. Donc, le sodium va finir par pousser le magnésium. Mais il faut aussi qu'il y ait du sodium, mais il faut aussi que le glutamate se fixe sur les 2 sous-unités de ce récepteur NMDA. Et puis, il faut également
des coagonistes, que sont la glycine et la sérine, donc qui vont se fixer sur leur site coagoniste. Donc, quand toutes ces conditions sont remplies, donc le bouchon de magnésium va sauter, et à ce moment-là, le calcium va pouvoir entrer dans la cellule. Et cette entrée de calcium dans la cellule va entraîner une cascade de signaux intracellulaires qui vont influencer justement la plasticité neuronale, et ça va provoquer notamment ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, qui est impliquée dans les mécanismes d'apprentissage et de mémoire à long terme. Donc ça, c'est le fonctionnement, on va dire, normal du récepteur NMDA. Quand il est trop stimulé, ou alors par exemple, si on n'a pas assez de magnésium, que le bouchon saute trop facilement, on va se retrouver avec un afflux massif de calcium dans la cellule. Et c'est là que va apparaître donc, ce phénomène d'excitotoxicité, donc avec apoptose des neurones. Voilà, j'espère que c'est clair et que je n'ai perdu personne. Donc, dernier rôle du magnésium, je disais, c'est probablement un des plus connus, c'est le rôle du magnésium dans la synthèse des principaux neurotransmetteurs. Il intervient premièrement dans la synthèse du GABA. Le GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique, c'est l'opposé du glutamate. On le synthétise à partir du glutamate, mais c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire que c'est le neurotransmetteur le plus inhibiteur du système nerveux central. Donc, il va être à l'origine de la relaxation, il est propice au sommeil, il est également neurotrophique, c'est-à-dire qu'il va stimuler la synthèse de nouveaux neurones. Et donc, ce GABA est synthétisé à partir du glutamate, lui-même synthétisé à partir d'un acide aminé qui est la glutamine. Et vous voyez que le magnésium, il intervient donc dans l'étape de transformation du glutamate en GABA. Et puis, donc, autre information, j'allais presque l'oublier, c'est que le magnésium potentialise les récepteurs GABA-A. D'autre part, le magnésium est un cofacteur de synthèse des catécholamines, donc dopamine et noradrénaline. Alors, vous connaissez probablement le rôle, j'ai fait un rappel ici à gauche. Donc, la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la motivation. On la considère souvent comme le starter de l'organisme, donc le neurotransmetteur qui nous permet de passer à l'action, de prendre des initiatives. Et la noradrénaline, c'est l'accélérateur de l'organisme, c'est celui qui va booster la motivation. Donc, elle prend un petit peu le relais de la dopamine, et c'est un neurotransmetteur important dans la vigilance et dans l'attention. Alors, ces catécholamines, elles sont synthétisées à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine, qui est considérée comme semi-essentielle. Alors, en réalité, elle n'est pas essentielle puisqu'on est capable de la synthétiser à partir de la phénylalanine. Mais vous voyez ici que pour convertir la phénylalanine en tyrosine, il faut du fer. Le déficit en fer, c'est le déficit le plus répandu dans le monde. Et donc, il est probable que certaines personnes, ou qu'à certains moments, on soit incapable de transformer la phénylalanine en tyrosine. Donc, à ce moment-là, elle va devenir essentielle. Il va falloir l'apporter par l'alimentation. Et donc, cette tyrosine, elle rentre dans le cerveau. Et une fois dans le cerveau, donc, elle va subir l'action de différentes enzymes pour être transformée dans un premier temps en L-dopa. Et puis ensuite, pour être transformée donc, en dopamine. Donc, c'est là que le magnésium va intervenir, donc dans la conversion de la L-dopa en dopamine. Et il intervient également dans la conversion de la dopamine en noradrénaline. Voilà, donc le magnésium, il va intervenir dans la régulation de notre humeur. Et puis enfin, donc le magnésium va nous permettre de synthétiser de l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur dont on parle un peu moins souvent. L'acétylcholine est un neurotransmetteur essentiel pour la mémorisation et l'apprentissage. L'acétylcholine est synthétisée à partir de choline et d'acétyl-CoA. Et l'enzyme donc, qui va les combiner, c'est la choline O-acétyltransférase, et donc elle est magnésiodépendante. Donc voilà pour cette première partie. Donc je vous ai résumé sur cette slide tout ce qu'on vient de voir, les différents rôles du magnésium au niveau cérébral.
et donc les bénéfices que cela implique. Donc le magnésium intervient dans le métabolisme énergétique du cerveau, donc en intervenant dans la synthèse et la stabilisation de l'ATP. Donc ça permet au cerveau de fonctionner correctement, ça permet de réduire la fatigue mentale et d'améliorer la cognition. Il intervient dans la régulation de l'excitabilité neuronale, donc par activation de la pompe NAK-ATPase, donc ce qui permet aux neurones de revenir à leur potentiel de repos, et donc ça évite qu'ils soient hyper excités. Le magnésium intervient en tant que régulateur positif de la plasticité neuronale, donc en bloquant les récepteurs NMDA. Donc il va d'une part protéger contre l'excitotoxicité, mais également améliorer l'apprentissage et la mémorisation. Et puis, donc, il intervient dans la synthèse et le stockage des principaux neurotransmetteurs. Donc, on a vu le GABA, les catécholamines, l'acétylcholine, et cela permet donc d'améliorer la motivation, la mémoire, la concentration, la vigilance, de réduire les troubles de l'humeur, de réduire l'anxiété et d'améliorer le sommeil également. Donc voilà pour cette première partie très scientifique. Voilà, le scientifique va être un peu plus léger dans la suite du webinaire. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder les différentes causes de déficit en magnésium et de voir comment est-ce qu'on peut pallier à ces déficits. Alors, notre seule et unique source de magnésium, c'est notre alimentation. Vous avez dans le tableau de gauche les top 10 des aliments les plus riches en magnésium. On estime que notre alimentation nous apporte entre 200 et 250 mg de magnésium par jour. Et à droite, vous avez les besoins en magnésium. Alors, ces besoins varient en fonction de l'âge et du sexe. Ils vont être augmentés également chez la femme enceinte et allaitante. On voit tout de suite, alors oui, alors là je vous ai mis donc les ANC, on va dire officiels. Peut-être que vous procédez aussi par poids. On dit souvent que le magnésium, il est poids dépendant, donc on dit souvent qu'il faut à peu près 5-6 mg de magnésium par kilo par jour, un peu plus chez la femme enceinte. Mais en tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est que notre alimentation malheureusement, ne suffit pas à couvrir nos besoins en magnésium. Donc ça va être la première chose, c'est l'alimentation trop pauvre en magnésium. Ensuite, il y a des populations à risque. À risque d'avoir un déficit en magnésium, donc augmenté par rapport à la population générale. Vous avez par exemple donc, les femmes enceintes et allaitantes, qui évidemment sont obligées de subvenir à leurs besoins, mais aussi à ceux de son bébé. Donc du coup, elle va avoir des besoins en magnésium augmenté. Souvent chez la femme enceinte, on va estimer qu'il faut à peu près 8 mg par kilo par jour de magnésium. Les sportifs constituent aussi une population à risque, premièrement parce qu'ils vont consommer plus de magnésium du fait de leur activité sportive, ils vont l'éliminer plus rapidement par le biais de la transpiration, mais ça peut être aussi par le biais de troubles digestifs. On sait que les sportifs, les gens qui font beaucoup de sport, souffrent souvent de troubles digestifs. Il y a ce fameux syndrome d'ischémie-hyperfusion qu'on peut retrouver chez certains d'entre eux, donc avec des diarrhées qui vont accélérer l'élimination du magnésium dans les selles. Ensuite, vous retrouvez dans les personnes à risque les personnes âgées. Donc, les personnes âgées ont déjà des apports en magnésium. C'est des personnes qui mangent moins, qui boivent moins, donc qui vont avoir moins d'apports en magnésium. Et puis, avec l'âge, on a notre densité osseuse qui diminue, sauf que les os représentent notre plus grosse réserve de magnésium. Je ne l'ai pas dit du coup, mais 55% du magnésium de notre organisme se situe dans les os. Donc, les personnes âgées sont plus déficitaires. Et puis en plus de ça, les personnes âgées, souvent, elles prennent des médicaments, elles sont souvent polymédicamentées, et il y a de très nombreux médicaments qui interfèrent avec le magnésium. J'en ai cité quelques-uns ici. Donc vous avez des médicaments qui vont empêcher son absorption, d'autres qui vont accélérer son élimination, qui vont consommer du magnésium. Donc les IPP, par exemple, en modifiant le pH dans le tube digestif, empêchent la bonne absorption du magnésium alimentaire. Les diurétiques vont augmenter son élimination urinaire, pour les laxatifs, son élimination dans les selles. Je vous ai mis aussi l'exemple des ampoules de cholécalciférol, les ampoules de vitamine D. Donc le cholécalciférol est la forme inactive de la vitamine D.
Pour être active, elle doit passer sous sa forme calcitriol et pour ça, donc il y a plusieurs enzymes qui vont intervenir et elles vont avoir besoin de magnésium. Donc généralement, voilà, quand on prend des ampoules de cholécalciférol, il faut un bon statut en magnésium pour qu'elle soit efficace et aussi pour pallier donc, à cette consommation qui va être faite. Et puis, évidemment, une des causes majeures de déficit en magnésium, c'est le stress. Donc 2 Français sur 3 sont stressés, pardon, j'ai mis des statistiques pour la France. Ça doit être la même chose, je pense, pour la Belgique. En tout cas, voilà, nous sommes très nombreux à un instant T à être stressés. Or, vous savez que le stress induit une fuite de magnésium. Donc, voici le cercle vicieux du stress que vous avez probablement déjà vu. Donc, lorsqu'on est stressé, on sécrète de l'adrénaline et du cortisol. Adrénaline et cortisol augmentent les contractions musculaires qui chassent le magnésium dans le sang. Ce sang va atteindre ensuite les reins. Et au niveau des reins, donc adrénaline et cortisol augmentent la filtration glomérulaire, ça empêche le magnésium d'être réabsorbé. Donc en fait, on va se retrouver avec une fuite urinaire de magnésium augmentée. Et quand on manque de magnésium, on est plus vulnérable au stress. Et c'est le cercle vicieux. On va sécréter encore plus de cortisol, etc., etc. Et donc, on n'est pas surpris de voir que 75% de la population présente un déficit en magnésium. Alors, comment corriger ce déséquilibre en magnésium? Alors, évidemment, la première mesure, ce sera d'augmenter notre alimentation en aliments riches en magnésium. Donc, par exemple, donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'oléagineux, par exemple, de manger plus d'amandes, noix, noisettes, noix de cajou, du cacao, du chocolat, hein, ça c'est la bonne nouvelle, chocolat noir de préférence, des petits poissons gras également. Et puis, s'il est besoin vraiment de rétablir ce statut en magnésium rapidement, eh bien, on peut avoir recours à un complément alimentaire. Mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans tous ces compléments alimentaires à base de magnésium. Il en existe beaucoup. Donc, pour choisir celui qui sera le plus adapté, plusieurs critères vont être à prendre en compte. Déjà, on va regarder si ce magnésium, il est biodisponible. Donc ça semble évident. Il va falloir se demander si c'est un magnésium qui passe bien la barrière intestinale. Et si jamais on veut une action au niveau cérébral, est-ce que c'est un magnésium qui est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique? Ensuite, on va s'interroger aussi sur son efficacité, alors qui sera conditionnée bien sûr par sa biodisponibilité, mais on pourra se demander s'il existe des études cliniques, par exemple, sur ce magnésium. Et puis, sa sécurité d'emploi. Est-ce que c'est un magnésium qui présente des précautions d'emploi? Est-ce qu'il est bien toléré? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce que le complément que j'ai sous les yeux présente une formule pure, sans additifs, sans excipients controversés, etc., etc. Et donc, en matière de fonction cognitive, il n'y a qu'un seul magnésium qui va répondre à toutes ces exigences, c'est le magnésium L-thréonate MACtéine que je vous propose de découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent. Donc le magnésium L-thréonate MACtéine, le voici. Donc c'est un ion magnésium qui est accolé à 2 molécules de thréonate. Donc le thréonate, c'est un ose et c'est un dérivé de la vitamine C. C'est un métabolite de la vitamine C. Okay. Et le thréonate, eh bien, on le trouve naturellement dans l'organisme et notamment dans le liquide céphalorachidien. Donc c'est une forme de magnésium qui est née en 2010 des recherches du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. C'est une formule brevetée, donc qui est connue sous le nom de marque MACtéine. C'est un magnésium donc, qui a montré qu'il avait une biodisponibilité cérébrale supérieure aux autres formes de magnésium. On va le voir après. Et c'est une forme de magnésium alors, qui existe depuis 15 ans aux États-Unis, mais qui est validée et autorisée donc, en Europe par l'EFSA depuis novembre 2024. Donc, c'est très récent.
Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que d'Inveo donc, a commercialisé le magnésium L-thréonate McTEI. Alors, on va voir justement comment ce magnésium L-thréonate va parcourir l'organisme jusqu'au cerveau une fois qu'il a été ingéré. Alors déjà, la première barrière à laquelle il va être confronté, c'est la barrière intestinale. Donc, vous la reconnaissez ici avec ses entérocytes. Alors, en fonction de la forme de magnésium, les voies de passage vont être différentes. Donc, à gauche, vous avez l'absorption des magnésiums inorganiques, sous forme inorganique. Donc, par exemple, chlorure de magnésium ou oxyde de magnésium. Les formes inorganiques vont emprunter des transporteurs actifs qu'on appelle les TRPM6, TRPM7. Et il va y avoir quand même un petit peu aussi de diffusion passive entre les entérocytes, que je n'ai pas représenté, mais qui existent. Le problème, c'est que ces modes de transport et de passage sont limités. Les canaux TRPM6, TRPM7 saturent assez rapidement. Et la diffusion passive s'accompagne d'un afflux d'eau dans l'intestin, donc ça provoque des diarrhées. Donc souvent, ce sont des magnésiums qui vont être mal assimilés et qui vont être mal tolérés sur le plan digestif. Donc, il faut vraiment leur préférer des formes organiques. Et parmi les formes organiques, vous avez des magnésiums qui vont être chélatés avec des acides aminés, donc comme par exemple le bisglycinate de magnésium. Et puis, vous avez un magnésium, des magnésiums qui vont être accolés à un acide organique, comme par exemple donc, le magnésium L-thréonate. Et ces formes organiques vont emprunter d'autres transporteurs. Donc, dans le cas des formes chélatées avec des acides aminés, les transporteurs utilisés sont les transporteurs peptidiques, les PEPT1. Et dans le cas des acides organiques, comme pour le thréonate, eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas le mode de transport n'est pas encore clairement connu. Il s'agirait probablement des récepteurs des monocarboxylates, les MCT, mais ça reste à confirmer. On ne sait pas encore exactement comment ces formes de magnésium traversent la barrière intestinale. On sait qu'ils la traversent bien parce que on a une très bonne biodisponibilité au niveau cérébral, donc ça induit qu'ils ont bien passé la barrière intestinale, mais on ne sait pas exactement comment. Dans tous les cas, ce sont donc les récepteurs MCT, les PEPT1 sont beaucoup plus exprimés que les TRPM6 et 7. Donc, il y en a beaucoup plus. Le magnésium va beaucoup mieux passer. Donc, l'absorption va être optimisée. Et en plus, ce sont des magnésiums qui sont bien tolérés sur le plan digestif. Donc, une fois qu'il a traversé la barrière intestinale, ce McTEI, il va se retrouver dans la circulation sanguine et il va pouvoir aller jusqu'au cerveau. Mais au niveau du cerveau, il va se trouver confronté à une deuxième barrière et pas des moindres, c'est la barrière hémato-encéphalique. Alors, cette barrière hémato-encéphalique, pour comprendre pourquoi elle est si difficile à traverser, je vous propose de voir un petit peu son anatomie et ses caractéristiques. Bon, j'essaie de faire des schémas les plus clairs possibles. J'espère que ce sera OK pour vous. Donc, la barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui va séparer la circulation sanguine du cerveau. C'est elle qui gère les échanges entre le compartiment sanguin et le compartiment cérébral. Alors, en fait, le cerveau, il est parcouru par environ une centaine de kilomètres de capillaires sanguins. Donc, je vous ai représenté ici une coupe transversale de capillaires sanguins. Et ces capillaires, donc, sont délimités par une paroi de cellules endothéliales. Et ces cellules endothéliales cérébrales, elles constituent le mur de la barrière hémato-encéphalique. Sur la surface externe de ces capillaires, donc, on retrouve sur à peu près 20% des péricytes qui sont des cellules musculaires lisses. Et puis, sur 99% de leur surface externe, on retrouve le pied des astrocytes. Les astrocytes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des cellules en forme d'étoile, donc trouvées dans le cerveau. Alors, pendant longtemps, ces cellules, elles ont été vraiment reléguées au rôle de cellules de soutien des neurones, mais il apparaîtrait qu'en fait, elles auraient des fonctions plus larges que ça, notamment, par exemple, dans la plasticité cérébrale dans les premiers mois de la vie. Donc, elles ne servent pas qu'à nourrir les neurones et le cerveau. Et donc, si on regarde un petit peu ces cellules endothéliales cérébrales, elles sont très différentes des cellules endothéliales qu'on pourrait avoir ailleurs dans l'organisme.
Donc, elles vont notamment exprimer beaucoup de protéines transmembranaires qui participent à l'édification des jonctions serrées. Donc, en fait, on a énormément de jonctions serrées et de jonctions adhérentes entre les cellules endothéliales cérébrales. Donc là, j'ai représenté que les jonctions serrées. Donc, elles mettent en jeu 3 types de molécules, les occludines, les claudines et les JAMS. Et tout ça pour dire que les cellules endothéliales cérébrales, elles sont étanches. Elles sont vraiment collées les unes aux autres. Elles ne laissent passer que très, très peu de molécules. Ce qui est d'ailleurs un challenge du coup au niveau médical quand on veut avoir un médicament à visée cérébrale. Alors, elles vont quand même laisser passer des micronutriments, elles vont laisser passer de l'oxygène, et puis dans l'autre sens, elles vont laisser passer des déchets aussi, pour éliminer les déchets du cerveau vers le sang. Alors, au niveau du magnésium, comment ça se passe? Comment est-ce que le magnésium traverse la barrière hémato-encéphalique? Alors, contrairement à d'autres ions comme le sodium ou le potassium, il ne bénéficie que d'une diffusion passive vraiment très limitée. Donc, il va surtout passer par des transports actifs. Et parmi les transports actifs donc, qui permettent de faire entrer le magnésium dans le cerveau, vous avez de nouveau ces fameux canaux TRPM6, TRPM7 qu'on avait au niveau de l'intestin. Et puis les récepteurs transporteurs CNNM2. Alors, j'en ai représenté une troisième catégorie, les SLC41A. Ceux-là, j'ai un petit peu... Bon, je me suis dit, peut-être que j'aurais pas dû les mettre parce qu'en fait, ils fonctionnent dans l'autre sens. Voilà, ils font passer plutôt le magnésium en dehors du cerveau. Donc, ça nous intéresse un petit peu moins. Dans tous les cas, donc, on retrouve ces 2 voies de passage, un petit peu de diffusion passive, mais malgré le fait qu'il y ait ces différentes voies, le passage du magnésium dans le cerveau est très limité. Et la majorité des suppléments de magnésium ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Et donc, c'est de là qu'on a fait des recherches, et c'est de là qu'est né donc, le magnésium L-thréonate MACTéine. Alors, comment il fait, celui-ci, pour passer? Eh bien, il va emprunter d'autres transporteurs actifs qui sont normalement utilisés par le glucose. Donc, il va emprunter les glutes qui sont représentés ici en vert. Le thréonate a des similitudes structurelles avec le glucose. Il a, en termes de taille, de forme de molécule, il est très proche du glucose. Au niveau chimique, c'est une chaîne carbonée avec des groupements hydroxyles comme le glucose. C'est une molécule organique comme le glucose. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure aussi que le thréonate, c'était un métabolite de la vitamine C. Et il faut savoir que la vitamine C, elle passe par les transporteurs GLUT pour passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, ça explique pourquoi ce magnésium L-thréonate arrive à emprunter les transporteurs GLUT pour rentrer dans le cerveau. Et alors, une fois qu'il est dans le cerveau, il va avoir deux devenirs. Il y a une partie de ce magnésium L-thréonate qui va se dissocier, donc en magnésium et thréonate, et une autre partie qui va rester sous forme magnésium L-thréonate, sous forme de complexe, et qui va rentrer, encore une fois, grâce au transporteur GLUT, à l'intérieur des neurones. Donc voilà pour son mode d'action et comment il passe à l'intérieur du cerveau et des neurones. C'est le seul qui arrive à le faire. Alors, le magnésium L-thréonate et ses effets sur les fonctions cognitives ont été très largement étudiés. Donc, je vais vous présenter quelques études qui ont été réalisées. La première étude, alors c'est pas une étude clinique pour le coup, c'est une étude in vivo, donc qui a été réalisée sur modèle animal, et c'est l'étude qui a montré que le magnésium L-thréonate avait un passage cérébral supérieur à d'autres formes de magnésium. Donc dans cette étude, donc nous avons administré à des rats plusieurs formes de magnésium. Donc le magnésium L-thréonate, citrate de magnésium, chlorure de magnésium, gluconate de magnésium et glycinate de magnésium pendant 24 jours. Et on a mesuré la concentration de magnésium dans le liquide céphalorachidien, donc au début de l'étude, avant de les complémenter, à J12 et à J24. Et ce qui est ressorti, c'est que premièrement,
le mactéine était le seul magnésium qui réussissait à augmenter de manière significative les concentrations de magnésium dans le liquide céphalorachidien, donc de 7 à 15% par rapport à sa valeur initiale, par rapport à sa valeur AJ0, tandis que les autres formes de magnésium ne permettaient pas d'élever significativement cette concentration de magnésium dans le liquide céphalorachidien. Et d'autre part, donc la conclusion, c'était aussi que le magnésium L-thréonate avait une assimilation cérébrale supérieure de 15 à 20% par rapport aux autres formes étudiées. Donc cette étude, voilà, c'est celle qui démontre le passage cérébral supérieur aux autres formes de magnésium. Et ensuite, je voulais vous présenter 2 études cliniques qui, cette fois-ci, ont démontré les effets bénéfiques de mactéine sur les fonctions cognitives. Donc la première étude, c'est une étude clinique donc randomisée en double aveugle versus placebo, à laquelle participaient 51 personnes âgées entre 50 et 70 ans et souffrant d'une déficience cognitive légère. Donc ces patients ont été divisés en 2 groupes, donc un groupe placebo et un groupe qui prenait entre 1,5 et 2 grammes de mactéine par jour, en fonction du poids, la posologie c'est en fonction de leur poids, et ce pendant 3 mois. Et donc ces participants ont été soumis à une batterie de tests cognitifs. On a également évalué la qualité de leur sommeil, on a évalué leur niveau d'anxiété. Et donc, on a fait tous ces tests AJ0, J45 et J90. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est qu'on avait une amélioration significative des capacités cognitives globales dans le groupe mactéine par rapport au groupe placebo. Et quand on rentrait dans les détails, on voyait qu'au sein du groupe mactéine, on avait une amélioration vraiment sur 4 domaines cognitifs majeurs, donc sur la mémoire de travail, sur la mémoire épisodique, sur l'attention, et le dernier, je ne me rappelle plus, sur la fonction exécutive. Voilà. Donc, le fait de planifier, par exemple, des choses. Et puis, il a été suggéré que l'âge cérébral moyen du groupe mactéine avait baissé de 9 ans en 3 mois de complémentation. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et en plus de ça, rien n'a été signalé sur le plan des effets indésirables. Donc, on est en plus sur une forme de magnésium qui est bien tolérée. L'autre étude dont je voulais vous parler est une étude qui a été publiée en 2022. Donc, on est encore une fois sur une étude clinique randomisée en double aveugle versus placebo qui, cette fois, incluait 109 sujets, donc âgés entre 18 et 65 ans. Donc là aussi, divisé en 2 groupes, un groupe placebo et un groupe qui était complémenté à raison de 2 grammes de mactéine par jour. Et ces participants ont été ensuite soumis au CMT, donc le Clinical Memory Test, qui est un test standardisé utilisé dans les hôpitaux, dans les instituts universitaires pour évaluer les fonctions cognitives. Donc en fait, c'est un test qui se divise en plusieurs sous-tests. On a 5 sous-tests, d'où toutes les petites fenêtres que vous voyez sur le schéma à gauche là. Donc vous avez les 5 sous-tests, et puis la dernière en bas à droite, MQ, c'est le quotient mnésique. Si vous voulez, en fait, quand on fait ces tests, donc il y a un score qui est établi pour chaque sous-test. On fait la somme de ces scores et on obtient donc le score total. Et ensuite, ce score total, il est mis en corrélation avec l'âge et le niveau d'éducation des participants, et ça permet d'obtenir le quotient mnésique, le quotient de mémoire. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur 30 jours. Donc, on a fait tous ces tests à J0 et à J30. Et donc, on a constaté, donc en fait, sur les schémas, vous avez les résultats du groupe placebo en blanc et les résultats du groupe mactéine en noir. On a constaté donc des améliorations significatives dans les 5 sous-tests pour le groupe mactéine. En revanche, on n'avait aucune amélioration dans aucun des sous-tests dans le groupe placebo.
Et ce qui était intéressant aussi dans cette étude, j'ai pas mis le schéma, mais on a remarqué que les bénéfices de McTain sur les fonctions cognitives augmentaient avec l'âge. Plus le participant était âgé, plus l'amélioration était prononcée. Et encore une fois, donc, pas de problème de tolérance. Donc une forme de magnésium extrêmement intéressante. Et c'est vrai que chez Dinveo, si vous connaissez un petit peu nos produits, on s'intéresse beaucoup à ces ingrédients uniques, différenciants. Et c'est pourquoi, donc, en novembre de l'année dernière, nous avons décidé de mettre à disposition ce magnésium L-thréonate McTain. Alors, un petit historique sur notre laboratoire. Donc, Dinveo a été créé en 2010. Donc, il a été créé par Thomas André, qui trouvait que sur le marché, il n'y avait pas de complément alimentaire qui répondait à ses exigences en termes de qualité, de naturalité. Donc, il a créé Dinveo. Et c'est un laboratoire qui est porté par l'innovation. Donc, on a été, par exemple, les premiers en 2017 à proposer de la glucosamine, de la chondroïtine végane. Les premiers en 2019 à proposer une vitamine C liposomale de grade Cali-C. Donc, c'est une vitamine C qui est produite, qui est produite à partir c'est de l'acide L-ascorbique, en fait, qui est naturel. Et c'est la seule qui est produite en Europe. Donc, l'année dernière, les tout premiers à mettre à disposition le McTain. Et puis, donc, à l'innovation, Dinveo va aussi associer la pureté et la qualité à tous ces compléments alimentaires. Donc, chez Dinveo, vous allez retrouver des produits naturels, donc ce sont des vitamines, des minéraux, des plantes ultra pures. C'est-à-dire que vraiment, on est sur des formules. Alors déjà, on est sur des formules très simples, donc qui sont généralement mono-ingrédients. On a quelques complexes, mais c'est souvent mono-ingrédients. Et il n'y a aucun additif. En termes d'excipients, on utilise 2 excipients uniquement, de la fibre d'acacia et de la farine de coco bio. Les formules sont hautement concentrées. Donc, non seulement elles sont hautement concentrées, mais c'est-à-dire qu'on va choisir vraiment la concentration qui a démontré son efficacité clinique. C'est ça le plus important, finalement. On est sur des formes avec des formes d'actifs biodisponibles sous leur forme active. Par exemple, la vitamine B9 se trouve sous la forme 5-MTHF, par exemple, pour vous donner un seul exemple. Et donc voilà, c'est un laboratoire, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, c'est un laboratoire français qui est situé dans l'Hérault, juste à côté de Montpellier. Ouais. Et donc la production est internalisée à Montpellier. Voilà pour cette petite présentation de Dinveo. Et je vous propose maintenant de découvrir le magnésium L-thréonate McTain. Donc, il se présente sous la forme de gélules. Et pour 3 gélules, on retrouve 2 grammes de magnésium L-thréonate. Donc, c'est en fait la dose qui a montré son efficacité dans les études cliniques qu'on a vues précédemment. Et donc, 2 grammes de McTain, ça correspond à 154 mg de magnésium élémentaire. D'accord ? Donc, dans cette formule, on retrouve donc l'ingrédient et puis on retrouve de la farine de coco bio. Ouais. Donc là, la gélule est végétale. Donc, je ne l'ai pas dit, mais toutes nos gélules sont 100% végétales. Donc là, on est sur une gélule de pululane, donc c'est issu du tapioca. Donc, le magnésium L-thréonate McTain de Dinveo se présente sous la forme donc, de pots de 90 gélules, ce qui permet de couvrir un mois de complémentation. Alors, comment prendre le magnésium L-thréonate ? Eh bien, il faudra prendre 3 gélules par jour. On propose de scinder la prise en 2 gélules le matin et 1 gélule le soir, 1 heure avant d'aller se coucher. Donc, idéalement, voilà, au cours d'un repas, avec un verre d'eau. Alors, pour les personnes qui n'arriveraient pas à avaler des gélules, il est tout à fait possible de les ouvrir. Le magnésium L-thréonate est soluble dans l'eau.
Donc on peut le mettre dans l'eau, on peut mettre dans un yaourt aussi, pourquoi pas, mais on peut ouvrir les gélules. Et ce que je voulais également dire, c'est que on peut tout à fait l'associer à un autre magnésium. S'il y a besoin de prendre une autre forme de magnésium qui cible par exemple plutôt des contractions musculaires, il est tout à fait possible de le faire, puisque je vous rappelle que dans 3 gélules de Mactéine, vous avez 154 mg de magnésium élémentaire. Donc en fait, on peut aller jusqu'à 300 mg par jour. Donc voilà, vous pouvez rajouter un autre complément de magnésium si besoin, jusqu'aux 300 mg. Le Mactéine, donc du fait qu'il n'y a pas eu d'études chez l'enfant, la femme enceinte et allaitante, est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et il est réservé à l'adulte. Et en revanche, il n'y a pas de contre-indication particulière ni d'interaction médicamenteuse. Dans quelle situation est-ce qu'on va pouvoir le conseiller? Eh bien finalement, dans tout ce qui va toucher à nos fonctions cognitives, nos fonctions cérébrales, donc pour améliorer la mémoire, booster les performances intellectuelles, pour lutter contre la fatigue mentale. Donc je vous ai mis quelques exemples et puis on va voir des cas pratiques juste après. Donc vous pourrez le proposer à toute personne qui passe un examen, qui passe un concours, une personne qui se plaint d'une surcharge de travail, qui se sont surmenées, quelqu'un qui prépare un entretien d'embauche, qui prépare une compétition, une personne qui se plaint de brouillard cérébral, en cas de déclin cognitif, et puis également en cas de trouble du sommeil. J'ai pas abordé le sommeil dans les études cliniques parce que on n'a pas suffisamment de temps pour tout aborder, mais sachez que Mactéine a montré son efficacité dans des études cliniques sur le sommeil à 1 gramme par jour. Donc, il faut savoir que vous pouvez tout à fait le proposer également donc, chez des patients qui ont des troubles du sommeil. Alors, pour illustrer son utilisation, je vous ai préparé quelques cas pratiques. Donc, on a, par exemple, pour commencer, une étudiante donc, qui passe ses partiels dans 3 semaines. Et voilà, elle révise beaucoup, elle se sent un peu fatiguée intellectuellement et elle aimerait quelque chose pour l'aider à mieux se concentrer. Donc, on va pouvoir lui proposer Mactéine à raison donc, de 3 gélules par jour. Comme on a vu tout à l'heure, je répète, comme ça va rentrer dans la tête. C'est 2 gélules le matin et 1 gélule le soir, 1 heure avant d'aller se coucher. Et puis, donc, dans ce cas où les fonctions cognitives, la mémoire, l'apprentissage sont sollicitées, on va pouvoir lui proposer de l'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine, donc là, on est sur une acétylcholine cognizine, donc une forme brevetée de choline. L'acétylcholine, elle est précurseur de 2 choses. Elle est précurseur de la phosphatidylcholine, donc un phospholipide qui entre dans la composition des membranes cellulaires, et donc y compris dans les neurones, et qui participe à la fluidité membranaire. Et puis, elle est également précurseur de l'acétylcholine, donc le neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. Donc, comment se prend l'acétylcholine? Donc l'acétylcholine, elle booste l'énergie mentale. Donc, c'est à prendre plutôt en première partie de journée. Donc, 1 gélule le matin. Et dans le cas donc où on a une forte mobilisation des fonctions cognitives, on recommandera de prendre une seconde gélule le midi ou en début d'après-midi. Idéalement pendant les repas, ça facilite son assimilation. Et idéalement pendant 1 mois. De toute manière, quand on est comme ça sur des préparations d'examen, préparation de concours, on recommande toujours minimum de commencer 1 mois avant. Hein. Là, c'est 3 semaines, on a un peu la limite, mais idéalement, c'est 1 mois avant. Et puis, on pourra également lui proposer du ginseng rouge bio coréen. Donc le ginseng, donc le Panax ginseng, c'est une plante adaptogène qui est intéressante justement dans, on va dire, l'endurance, l'endurance cérébrale, l'endurance intellectuelle. Donc c'est un petit peu comme l'acétylcholine, c'est une plante qui va booster au niveau cérébral, donc à prendre plutôt le matin, éventuellement le midi, hein, donc 1 gélule le matin et 1 gélule à midi. Cette fois-ci, par contre, avant les repas. Le ginseng plutôt avant les repas et idéalement 1 mois avant le début des examens. En général, avec le ginseng, on a une amélioration, enfin, on a des effets en 2-3 semaines, mais il est recommandé de commencer 1 mois avant, voire même 2 mois avant. Vous voyez, chez des personnes qui préparent des concours vraiment sur le long terme, c'est une plante vraiment adaptée.
Donc le ginseng est réservé à l'adulte, hors femme enceinte et allaitante. Et puis, on a une précaution d'emploi avec les traitements antidiabétiques parce qu'il est hypoglycémiant. Donc attention. Et puis, j'ai rajouté en conseil bonus, mais bon, qui devrait être presque systématique, je l'ai mis sur tous les cas, du DHA et des vitamines du groupe B. Donc, à voir en fonction de l'alimentation de la personne. Donc, en cas d'une très faible consommation de petits poissons gras ou d'huile végétale comme l'huile de colza, l'huile de noix, etc., on pourra proposer le DHA végétal. Donc, c'est un DHA qui est issu de microalgues. Donc, les gélules sont dosées à 250 mg et on proposera donc une gélule par jour au cours d'un repas pour que ce soit mieux assimilé. Moi, j'ai plutôt tendance à proposer au repas du soir. Voilà, pour vraiment avoir cette action structurelle au niveau des membranes cellulaires. Et puis, bien sûr, les vitamines du groupe B, puisqu'elles sont importantes au niveau cérébral, très importantes. Elles interviennent dans la synthèse de nombreux neurotransmetteurs, dans la synthèse de la mélatonine, dans les réactions de méthylation. Et donc, Multi-B, c'est un complexe qui contient toutes les vitamines du groupe B. Une seule gélule permet d'apporter 100% des VNR en vitamines du groupe B. Elles sont sous leur forme active aussi, hein. Donc, voilà, sur leur forme active. Et donc, ce sera une gélule par jour à prendre au cours du petit déjeuner, pas avant 12 ans. Donc, voilà un protocole. C'est des protocoles qu'on vous propose. Après, vraiment, c'est à ajuster, hein, évidemment, en fonction de l'alimentation, en fonction éventuellement du budget aussi de la personne, évidemment, hein. Ensuite, deuxième cas pratique, donc c'est le cas d'une femme, une femme très active qui entre le travail et sa famille a beaucoup de responsabilités. Donc là, elle se sent un peu dépassée, surmenée, et elle a besoin de quelque chose pour l'aider à y voir plus clair. Donc, dans le cas d'un surmenage ou d'un brouillard cérébral, on vous propose d'associer Mactéine avec de la rhodiole. Donc la rhodiole est une plante adaptogène et c'est une plante qui est stimulante. Donc quand il y a vraiment une fatigue mentale, elle va être très intéressante. On va recommander de prendre une gélule par jour le matin. Donc c'est une plante stimulante, hein, et puis on veut bénéficier de ses effets pendant la journée, donc c'est à prendre le matin, idéalement 30 minutes avant le petit déjeuner. C'est une plante qui est réservée à l'adulte, hors femme enceinte et allaitante. Et puis, si jamais cette patiente se plaint, si elle se sent tendue, si elle n'arrête pas de cogiter, si elle se plaint du petit vélo qui tourne, hein, dans la tête, dans ce cas-là, on va chercher à agir sur le GABA et on va proposer donc de la L-théanine. Alors la L-théanine, je parlais du GABA, mais la L-théanine, c'est plutôt un antagoniste du glutamate. Donc elle empêche le glutamate de se fixer sur ses récepteurs. Et la théanine, donc, elle permet de se relaxer, de se calmer mentalement. Donc on recommande la théanine. Alors la théanine, il n'y a pas un moment de la journée qui va être à privilégier. Ça va vraiment dépendre de la personne, à quel moment elle va ressentir ses symptômes. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, mais en tout cas, ce sera 1 à 2 gélules par jour, adaptées en fonction des besoins. Et la théanine, donc, elle est réservée à l'adulte, hors femme enceinte et allaitante, encore une fois. Et il ne faut pas prendre de la L-théanine si on prend déjà un autre produit qui contient du thé vert, hein. Je ne l'ai pas dit, la théanine, c'est un extrait de thé vert. Et puis, encore une fois, vous voyez, comme dans le cas précédent, je ne vais pas redétailler, mais on pourra proposer du DHA végétal ou le complexe Multi-B. Troisième cas, il y en a 4. Donc, le troisième, c'est un patient qui traverse une période stressante, beaucoup de travail, c'est quelqu'un qui cogite, justement, qui dort mal, et surtout, la journée, il a de plus en plus de trous de mémoire. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'associer au Mactéine de l'ashwagandha. Ashwagandha bio, donc notre extrait d'ashwagandha est un extrait KSM 66, donc c'est un extrait breveté qui a fait l'objet de nombreuses études cliniques, hein, je crois que c'est 22 ou 24 études cliniques.
sur son efficacité, sur les fonctions cognitives et sur le sommeil. Et puis, en fait, j'en ai pas parlé aussi par manque de temps, mais éventuellement, j'ai une étude à vous montrer si jamais il y a des questions. Mais l'ashwagandha a démontré dans une étude clinique son effet sur la mémoire, sur la mémorisation. Donc, et de plus, donc l'ashwagandha, vous savez, c'est une plante adaptogène qui calme le système nerveux. Donc, quand on a vraiment cette association de stress associée à des troubles de la mémoire, l'ashwagandha peut être une option très intéressante. Donc, l'ashwagandha va se prendre à raison de 2 gélules par jour, une gélule le matin et une gélule le soir, pendant 2 mois minimum. Les effets se font ressentir en 8 semaines. Et puis, donc, toujours, c'est cette association avec du DHA et avec des vitamines du groupe B. Et puis, pour terminer, je vous ai mis un cas en lien avec le déclin cognitif. Donc, nous avons une personne âgée qui se plaint de perdre de plus en plus souvent ses mots, qui oublie régulièrement des noms. Donc, en plus de Mactéine, nous allons lui proposer, donc à prendre au long cours, pour le coup, on va lui proposer du ginkgo biloba. Donc, le ginkgo, c'est vraiment la plante du déclin cognitif. C'est une plante antioxydante, c'est une plante qui augmente la microcirculation cérébrale. Donc, on va la conseiller à raison d'une gélule par jour le matin. Et donc, à prendre au long cours. En général, le ginkgo, on recommande minimum 6 mois de prise. Évidemment, donc c'est une plante qui est réservée à l'adulte, pas les enfants, mais en général, ils ne sont pas concernés par le déclin cognitif. Et donc, le ginkgo est déconseillé avec des traitements anticoagulants et on recommande d'interrompre plusieurs jours avant une intervention chirurgicale. En association, on proposera donc en cas de déclin cognitif, en tout cas lié à l'âge, encore une fois du DHA végétal. Et cette fois-ci, ce que je proposais à la place du complexe de vitamine D, c'était plutôt de cibler la vitamine B12. La vitamine B12 parce que les personnes âgées sont souvent carencées en vitamine B12 parce que c'est une vitamine qu'on ne retrouve que dans les produits d'origine animale. On la trouve principalement dans la viande et les personnes âgées mangent moins de viande. Donc, en général, elles en ont moins. Et en plus de ça, elles prennent souvent des IPP et les IPP bloquent l'absorption de la vitamine B12. Donc là, pour le coup, j'ai préféré cibler la B12 en particulier. Vous la retrouvez dans le complexe multi-B, mais beaucoup moins dosée. Donc là, elle est dosée à 500 microgrammes par jour, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est plus intéressant, c'est mieux dosé. Et donc, on proposera une gélule par jour à prendre le matin au cours du petit déjeuner. J'ai oublié de l'écrire. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair avec ces cas pratiques. Bon, les protocoles proposés sont à ajuster, bien évidemment. C'est une proposition, mais c'est toujours ajustable. Pour terminer, je voulais vous rappeler que chez Linveo, donc, on avait 3 magnésiums, 3 formes de magnésium différentes. Donc, le magnésium L-thréonate Mactéine que nous venons de voir, donc qui est vraiment le magnésium du cerveau. Donc, celui que vous devez conseiller pour une personne qui souhaite améliorer sa mémoire, ses fonctions cognitives, d'une manière générale, qui souhaite booster ses performances intellectuelles. Nous avons également du magnésium bisglycinate. Alors, le magnésium bisglycinate, c'est, on va dire, un magnésium généraliste, mais c'est le magnésium généraliste le mieux assimilé, très très bonne assimilation intestinale. Et donc, lui, il va être à conseiller tout patient, toute personne qui a un défaut d'apport en magnésium dans son alimentation. Il va être intéressant dans le stress et en particulier aussi chez des personnes qui ont des tensions musculaires, qui se plaignent de tensions musculaires liées au stress en particulier. Et puis, enfin, nous avons le magnésium acétyltaurinate, qui, lui, a plutôt un tropisme pour les fonctions cardiaques. Et il a montré également une action sur les
pour calmer, pour agir sur des fonctions cognitives au moment du cycle menstruel. Bon, il y a eu une étude, mais en tout cas, l'acide taurinoate, retenez-le pour les fonctions cardiaques. Et j'en ai terminé pour cette présentation. Donc, désolée, j'étais un petit peu... Merci beaucoup, Pauline. Effectivement, le timing est un peu dépassé, mais je pense que c'était hyper intéressant. Donc, ça valait vraiment la peine. Je m'en excuse. Aucun problème. Il y a eu quelques questions que tu as répondues durant la présentation. On va peut-être y revenir juste après. Je vais prendre quelques minutes maintenant pour présenter Simplicure. Et puis, on revient du coup à ces questions. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les partager encore maintenant. Ah oui, peut-être, ça, tu voulais revenir dessus? Pas du tout, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès. C'était au cas où... C'est tout, ok. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Simplicure, qui vous propose du coup ce webinaire aujourd'hui, Simplicure, c'est une plateforme qui permet de regrouper plusieurs laboratoires pour permettre aux praticiens de santé de faciliter les recommandations de compléments alimentaires. Donc, vous allez avoir sur la plateforme plus de 130 laboratoires, dont évidemment d'Inveo, et plus de 2300 produits. Donc, autant dire qu'il y a pour tous les goûts et tous les besoins de vos patients. Je vais peut-être vous partager mon écran. Comme ça, on va directement regarder ensemble comment ça se présente. Donc, lorsque vous vous connectez à Simplicure, vous arrivez sur cet écran d'accueil. Vous allez très facilement pouvoir retrouver tous les replays des webinaires qu'on vous partage, dont celui-ci directement cet après-midi. Pour qu'il y ait une recommandation, du coup, vous allez par ici. Vous allez choisir les produits. Vous accédez au catalogue avec les, maintenant, plus de 2500 produits. Évidemment, il y a des filtres, du coup, qui sont mis à votre disposition pour faciliter la recherche. Et on peut, par exemple, choisir par marque. Donc, aujourd'hui, on est avec d'Inveo. On va pouvoir, du coup, facilement, notamment retrouver le magnésium bisglycinate et retrouver aussi le Mactéine, qui était la grande star du jour. Donc, une fois que vous avez ajouté les produits à votre recommandation, vous pouvez évidemment simplifier, modifier toutes les posologies pour que ce soit le plus clair possible pour votre patient, indiquer ses différentes coordonnées et puis lui envoyer un lien. Il recevra alors son panier déjà tout fait. Il reste évidemment libre après d'enlever ou d'ajouter des produits, mais comme ça facilite vraiment la compliance, la mise en pratique de vos conseils. Alors, je reviens par ici. Je vais vous partager tout de suite un petit pop-up pour vous permettre de vous enregistrer, de vous connecter à Simplicure si ce n'est pas déjà fait. Et un de mes collègues, du coup, prendra contact avec vous pour vous présenter la plateforme de façon un peu plus détaillée et poussée que ce que je viens de faire ici. Donc, vous l'avez compris, vraiment, l'avantage, c'est d'avoir, vous, accès à beaucoup de ressources. Pour chaque produit aussi, il y a une fiche détaillée avec toutes les informations, comme on vient d'en parler aujourd'hui, la composition, les interactions, ce qu'il faut éviter, les contre-indications qui sont bien marquées pour faciliter vraiment votre recommandation. Et pour le patient, un seul lien avec un seul colis qui arrive et tous les produits dont il a besoin. Dernière petite chose, nous avons encore de très très chouettes webinaires qui sont prévus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas de nouveau à vous y inscrire. Passons maintenant aux questions-réponses, si c'est OK pour toi, Pauline. Oui, c'est OK. Super. Alors, je vois une question. Oui, j'en ai reçu aussi en privé, donc je vais les lire si c'est OK. Ah, d'accord. Donc, OK, parce qu'on avait la question de Sergio, mais bon, normalement, j'y ai répondu. Donc, la question, c'était est-ce pertinent de combiner une supplémentation en mactéine et magnésium bisglycinate chélaté pour un étudiant sportif de haut niveau? Donc, oui, tout à fait. C'est complètement pertinent. Comme je disais, donc le mactéine, avec 3 gélules, on apporte 154 mg de magnésium élément. Donc, du coup, on peut tout à fait l'associer à une autre forme de magnésium. Donc, dans le cas d'un sportif, le bisglycinate, effectivement, est très intéressant au niveau musculaire. Donc, on peut tout à fait l'associer, oui. Ok, tout à fait. Est-ce que en non-association, seul, il est intéressant aussi pour les sportifs qui pourraient souffrir de crampes? Alors, Mactéine, il a surtout montré une efficacité au niveau cérébral. Hein. Donc, vraiment, pour une action au niveau des crampes, si on veut vraiment une action au niveau des crampes, il faudra privilégier le bisglycinate. Oui.
Ok, très clair. Est-ce qu'il va être intéressant dans les maladies neurodégénératives, comme par exemple le Parkinson ou Alzheimer? Alors je crois qu'il y a des études cliniques qui ont montré effectivement qu'il pourrait être intéressant dans les maladies neurodégénératives. Je l'ai pas abordé parce que bon, c'est toujours un petit peu, comment on dit, Délicat. touchy en fait d'aller, voilà, de partir sur ce genre de pathologie. Mais voilà, j'ai pas toutes les études en tête, mais il me semble bien il y a eu vraiment pas mal d'études, hein, beaucoup d'études cliniques. Il y a plus d'une vingtaine. Je crois qu'il y a 21 études cliniques qui ont été réalisées chez l'homme. Et il y en a justement dans l'Alzheimer en particulier, donc qui peut être intéressant, mais du coup, je vous invite à aller regarder les études. C'est ça mérite d'être approfondi et on peut trouver les Exactement. études adaptées. Super. Je pense que tu l'as dit aussi, que tu l'as bien mentionné. On peut peut-être revenir sur la question de est-ce que c'est adapté aux enfants, aux adolescents pour aider au niveau de la concentration? Alors, bon, comme il n'y a pas eu d'études chez les enfants et les adolescents, on le réserve à l'adulte. Voilà. Donc, Oui, c'est ça, c'est toujours les conseils officiels et ce qui c'est doit ça. être Voilà, transmis officiellement, à c'est ce niveau-là. vraiment réservé à l'adulte. Donc, voilà, je vais m'en tenir à ce Oui, conseil-là. tout à fait, merci. Est-ce que du coup, on peut considérer qu'il est plus efficace que le bisglycinate et que le glycérophosphate? Alors, ça dépend sur quelle fonction, en fait, hein. Enfin, vraiment, Mactéine, vraiment, gardez-le pour les. Alors, en tout cas, si vous voulez comparer par rapport au bisglycinate sur les fonctions cérébrales, oui, le Mactéine sera plus intéressant et plus efficace. D'accord. Voilà. Et l'autre forme, du coup, c'était le bisglycinate ou le Le glycérophosphate. glycérophosphate. Oui, pareil. En fait, il y a vraiment un passage cérébral qui est vraiment supérieur à ces deux formes de magnésium. Donc oui, oui. D'accord, c'est ça. En fonction de ce qu'on a envie de travailler avec le magnésium, ça va être plus adapté. C'est ça. Mais si on veut travailler les fonctions cognitives, le Mactéine sera plus efficace. C'est la seule forme de magnésium dont l'efficacité au niveau cognitif a été validée cliniquement. C'est le seul. Mhm. Ok, très clair. Mais il me semble qu'on a fait le tour des questions. Je pense que du coup, la présentation en elle-même était déjà très très claire. Donc, ça Bon, n'a bah super. de grandes questions. Un tout grand merci à toi, Pauline, pour ce temps passé avec nous et ce partage d'informations. C'était vraiment très complet. Super, bah merci Flavie, et puis bah merci à tous d'avoir Merci. assisté à ce webinaire. Merci. Et Eh bien, très à une bon prochaine. après-midi à tout le monde. Et